Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Loris, bienvenue dans le podcast. Hello. Alors, je vais faire une petite intro. Je fais pas forcément ça d'habitude, mais là, on est sur un épisode qui est quand même spécial. Donc, il faut savoir que Loris, je te connais depuis au moins 10 ans, Au moins. Si ce n'est plus. T'as été vraiment un de mes meilleurs amis tout au long du collège et encore aujourd'hui. Donc, je suis super émue de te recevoir dans le podcast. Et en fait, on s'est vu construire nos rêves, donc c'est trop beau de pouvoir les raconter. C'est clair. Donc, je vais te laisser te présenter, toi et tes activités professionnelles. Alors, je m'appelle Loris, j'ai 23 ans. Donc, j'ai suivi un cursus normal. J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis parti en faculté de psychologie. Et puis, j'ai fini par faire une école de maquillage qui était vraiment mon rêve par la suite. Du coup, voilà, depuis, je travaille en tant que maquilleur à mon compte. Et je travaille aussi avec des enfants à côté de ça. D'accord, c'est trop chouette. Alors du coup, la fac de psycho, pourquoi t'étais allée vers ça à la base ? Alors, parce que c'est quand même un sujet qui m'a toujours fasciné. J'adore lire sur la psychologie, m'informer sur la psychologie, mais finalement, c'était pas ça c'est pas ce que je voulais vraiment faire de ma vie, quoi. Donc ça, t'es resté quelques mois et t'as pas fini l'année ? C'est ça. En fait, du coup, c'est là que j'ai commencé à faire une formation très rapide, le BAFA, pour pouvoir déjà rentrer dans le métier, et puis, dans le métier des enfants. Et voilà, et j'ai commencé l'école le septembre qui suivait. Et toi, à ce moment-là, donc au moment où tu rentres à la fac, tu sais que ton rêve, c'est d'être maquilleur ? Oui. Alors justement, j'en avais déjà parlé à mes parents, mais mes parents, ils étaient pas trop pour. Donc moi, j'en avais vraiment envie, mais vu que je sentais qu'ils étaient pas très très chauds. En plus de ça, j'étais mineur, donc s'ils disaient non, pour moi c'était non. Mais je le gardais en tête et j'en avais vraiment envie. C'était quelque chose qui restait, quoi. Et elle t'est venue d'où, cette passion-là ? Alors, ça m'est venu au lycée. Ça a commencé parce que j'avais une meilleure amie qui adorait se maquiller. Elle se maquillait tout le temps, je la regardais faire et ça me passionnait. Et j'ai aussi commencé à regarder des vidéos par rapport à des maquillages plus artistiques, plus effets spéciaux, tu sais, blessures, sang, tout ça. Et ça m'a vraiment fasciné. J'ai continué, j'ai même commencé moi à me maquiller un petit peu, le teint, tout ça. Et voilà, et ça m'a suivi. Et si on reprend un peu plus tôt, toi, t'as toujours eu une fibre artistique ou c'était, est-ce qu'au moment je sais pas, au primaire, au collège, est-ce que tu disais que potentiellement, toi, ton métier, ce serait un métier artistique ? Alors, j'ai toujours adoré l'art, mais finalement, quand je regarde les métiers que j'ai voulu faire par le passé, c'était pas forcément artistique finalement, mais j'ai quand même toujours eu cette fibre à toujours dessiner. J'adorais l'art plastique, j'ai voulu continuer au lycée. Enfin, ouais, c'est ça. Oui, donc c'était pas surprenant non plus d'aller sur cette voie-là, quoi. C'est ça. En fait, justement, peut-être que j'essayais de me conditionner à essayer de prendre une voie plus conventionnelle et voilà, faire une fac puis un métier plus sérieux, on va dire, ou du moins plus sûr. Et, et j'ai grandi du coup. Et c'était quoi tes craintes avec ce métier-là de maquilleur ? Qu'est-ce qui a... Enfin, donc, outre le fait que tes parents n'étaient pas très partants pour que tu le fasses, qu'est-ce qui a fait qu'après le lycée, tu t'es pas dit je me bats pour le faire de suite à 18 ans ? Qu'est-ce qui te faisait peur ? En fait, je voulais quand même tenter la fac, c'est-à-dire que je voulais le tenter pour me dire au moins je l'ai fait, j'ai aucun regret à me dire j'ai pas essayé, peut-être qu'en fait c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je voulais le tenter, je voulais voir comment ça se passait et mes soupçons se sont avérés vrais entre guillemets, c'est que je voulais vraiment poursuivre cette voie du maquillage. Et là, à ce moment-là, au moment où tu rentres dans l'école, tu sais que là, cette fois, ce sera pas comme la fac et que là, cette fois, ça va te plaire. Ah j'ai jamais manqué aucune leçon, j'étais là tout le temps. Dès que je suis rentré le premier jour, j'étais fasciné par tout le monde. Je faisais en sorte à ce que tout aille au mieux parce que je me sentais dans mon élément. Et tu l'as choisi comment, cette école ? Alors, il y avait 2 écoles, il y avait Make Up Forever et la mienne du coup. Et le premier maquilleur auquel j'ai parlé m'avait dit qu'il avait fait l'école que moi j'ai faite. Et vu que c'est quelqu'un qui avait un parcours et qui
qui proposait des choses que je trouvais vraiment très belles. Je me suis dit que cette école était peut-être tout aussi bien que Make Up Forever, sachant qu'elle proposait en plus de ça d'autres formations aussi en stylisme. Donc on a eu aussi des cours aussi en rapport à ça, qui permettent aussi peut-être de compléter les connaissances qu'on nous apprend en maquillage. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis parti dans cette école. Et là, après, c'est aucun regret d'avoir choisi celle-ci pour le coup? Pas du tout, parce que Make Up Forever a fermé sur Nice 2 ans après. Apparemment, ça se passait pas très bien. Donc non, vraiment aucun regret, parce qu'en plus de ça, j'ai gardé de très bons contacts avec mon école, moi. Et qui continue en plus. Et d'autant plus, maintenant, depuis que Make Up Forever a fermé, ils se développent énormément. Même sur les réseaux, ils font énormément de choses. Donc non, ça marche très bien pour eux. C'est une école qui grandit de plus en plus et aucun regret. Est-ce que tu peux dire peut-être le nom de l'école si quelqu'un est intéressé? Oui, c'est l'école FAM à Nice du coup, donc FAM FAM pour Fashion and Makeup. Et ça dure combien de temps cette formation-là? Alors, moi quand je l'ai faite c'était 1 an, donc c'était 1 an, alors c'était quand même très intense, mais parce qu'on faisait tout le programme sur 1 année, donc on faisait la beauté, puis les effets spéciaux, puis l'artistique. Et là maintenant, c'est en 2 ans, c'est-à-dire que toute la première année, ce sera les maquillages plus simples, la beauté, tout ça. Puis ensuite, la deuxième année, c'est vraiment tout ce qui est effets spéciaux, tout ça. Et vu qu'ils ont 2 fois plus de temps pour s'y consacrer, ça fait qu'ils peuvent vraiment rentrer au fond du sujet, proposer des maquillages plus développés et plus travaillés. Donc c'est vraiment génial. Comme je dis, c'est une école qui grandit et qui a su prendre de la valeur au fil du temps, d'autant plus. Et c'est super. Et je trouve que ce qui est super intéressant en plus, c'est que, et c'est pour ça que je suis ravie que tu puisses en plus l'expliquer au micro, c'est que c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément, on ne nous en parle pas en fait au lycée, ou sinon en fait je pense qu'au collège, si tu as cette fibre de dire je veux faire du maquillage et tout ça, en fait on t'envoie vers une formation d'esthéticienne souvent, et assez peu vers une formation de maquilleur professionnel. Du coup je me dis, il faut avoir accès à ce savoir-là, enfin. Toi, est-ce que tu penses que tu te serais épanouie dans une formation d'esthétique pure? Alors, pas du tout, parce que justement, c'est vrai que tout le monde, d'autant plus les personnes qui nous orientent au collège-lycée, sont très mal informées sur ces métiers-là, en tout cas. Et une esthéticienne ne remplit pas du tout le travail d'un maquilleur. Une esthéticienne, ce sera beaucoup plus du soin, de l'épilation, des choses comme ça. Certaines proposent un service maquillage parce qu'elles ont fait une formation maquillage en plus. Mais en général, c'est pas des formations qui donnent le résultat d'un maquilleur professionnel en tout cas. Et là, à quel moment tu découvres ce que sera en fait ta vie après l'école? Comment ça va? Comment trouver des contrats? Quel type de contrat trouver? Quoi accepter? Parce que j'imagine que c'est aussi un sujet. Alors c'est vrai que, j'imagine que c'est dans beaucoup de métiers qui sont dans ce secteur-là, mais à la fin de l'école, c'est vrai qu'on a l'impression d'être, on est jeté dans la gueule du loup et il faut se débrouiller d'un coup, juste après une formation qu'on vient de finir, et c'est le temps d'adaptation, il y a un petit temps d'adaptation, on va dire. Mais voilà, moi j'avais commencé déjà à développer mon réseau pendant l'école, grâce au stage, tout ça, et donc ça permet du coup d'autant plus le développer par la suite. Après, on peut aussi également démarcher des photographes qui ont peu d'expérience, qui ont besoin de belles photos, donc nous on leur apporte aussi. Il y a toujours des moyens comme ça aussi pour commencer. En général, les débuts sont difficiles et on ne vit pas de ça. Mais c'est comme ça en tout cas qu'on rentre dans le métier, et je pense que justement j'ai beaucoup vu aussi qu'il faut savoir faire ses preuves avant et montrer qu'on sait faire avant de recevoir quelconque rétribution, plutôt que l'inverse, arriver à un employeur qui va vous proposer un contrat en vous disant vous avez travaillé pour ça, vous allez faire ça. Voilà. Oui, ça en fait finalement, comme les comédiens, tu vas avoir besoin d'un book en fait et de prouver ce que tu as déjà fait avant. C'est ça. Alors en fait, justement, déjà pendant l'école, on commence à construire le book, donc toutes nos évaluations sont sous forme de shooting. On apprend un maquillage, on reproduit un maquillage très similaire. On le prend en photo on le fait prendre en photo par un professionnel, pardon. Et ensuite, on l'utilise pour notre book. Mais le problème, c'est que du coup, on a tous des photos qui sont très similaires au début. Donc le but, c'est aussi de pouvoir en faire à côté et de faire des projets qui sont personnels aussi.
Et j'imagine que là, si on doit trouver un lien entre ton choix après le lycée de faire une fac de psycho et ton choix ensuite d'aller vers déjà le BAFA pour devenir animateur et vers en fait le maquillage, c'est ce lien humain en fait. Et d'ailleurs, pour te connaître quand même plutôt bien, tu as ce lien-là, cet amour pour les gens en fait. Ah, merci beaucoup. Non, mais c'est la réalité. Je pense que ça doit être un atout et surtout ça doit être indispensable, non, dans ces carrières-là. Merci beaucoup. Alors... en tout cas, c'est un compliment qu'on m'a fait récemment et qui m'a énormément touché. C'est que donc maintenant, je travaille avec une équipe avec qui ça se passe très bien, avec qui on est sur une longueur d'onde incroyable. Et ma boss, on va dire, m'a dit qu'elle savait qu'elle serait toujours tranquille avec moi parce que justement, j'avais toujours cette patience. Jamais je ne m'énerverais contre une cliente. Jamais. Il faut avoir de la patience déjà parce qu'on est là pour faire plaisir aux gens, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, hein, même quand je travaille avec les enfants, je suis là pour faire plaisir aux gens, et c'est pas en amenant une quelconque négativité ou une hostilité que ça pourrait résoudre les choses, bien au contraire. Et c'est vrai qu'en tout cas, donc comme je t'ai dit, ma boss me l'a fait remarquer, et de le voir aussi quand même sur les jobs, quoi, quand je vois que les clientes sont ravies et avec qui ça se passe très bien. Et... Enfin, c'est vraiment un super moment que je partage moi aussi, du coup. Puis en plus, tu dis que tu interviens souvent, on demande rarement à un maquilleur professionnel avant d'aller au boulot. C'est souvent sur des événements qui sont uniques ou en tout cas qui sont rares. Donc j'imagine que les modèles sont souvent stressés. Bien sûr. C'est un travail où du coup, toi, tu es obligé de réussir à ne pas faire éponge et à pas prendre leur stress bien sûr. Alors malheureusement en fait. Des fois ça arrive et c'est pour ça que ça c'est pareil, c'est-à-dire que malheureusement des fois on se retrouve aussi face à des clients stressés et c'est nous qui devons gérer le stress, parce que si on rentre dans ce stress et qu'on répond au stress par le stress, c'est le chaos total. Donc oui, il faut savoir tout mettre en œuvre pour que la situation ne dégénère pas et que tout le monde passe le meilleur moment possible. Et ça, j'imagine que du coup, pour le coup, tu l'apprends pas à l'école. Donc, non. Tu fais tes armes sur le terrain, en fait. Non. Ça, c'est vraiment des... Je pense que déjà, on fait nos armes sur le terrain, et puis je pense qu'il y a déjà aussi une nature profonde, quoi. Les gens qui ont tendance à être très impulsifs auront plus tendance peut-être à mal supporter des fois ces situations un petit peu compliquées auxquelles on peut faire face. Voilà, je pense qu'il y a un côté, on l'apprend sur le terrain, mais on a une nature profonde qui fait qu'on aura quand même toujours certaines réactions. Et aujourd'hui, est-ce que les craintes que tu avais au début liées, tu disais au début, tu t'imaginais avoir un emploi plus stable, plus sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des craintes que tu as encore, ou est-ce que maintenant tu dis non, c'est ça ma vie, en fait, j'aurais pas fait autre chose? Ah oui, là, depuis qu'en plus je travaille avec cette nouvelle équipe avec qui on est sur une longueur d'onde incroyable, que je commence à me faire un nom, que je commence à avoir des contrats intéressants, chaque seconde pendant lesquelles je travaille, c'est du pur bonheur, quoi. Donc, ah oui, je me reconnais tellement dans ce que je fais, je suis tellement bien. Je pourrais pas dire combien de temps ça va durer parce que, encore une fois, c'est des métiers artistiques et alors c'est imprévisible. Mais en tout cas, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je ne me verrais pas faire autre chose et pour encore un bon moment, je pense, quoi. Oui, c'est un vrai boulot passion. Oui. De toute façon, si on n'est pas passionné dans ces métiers-là, je pense que on fait pas long feu. D'ailleurs, je l'ai vu aussi à l'école, c'est que les filles qui venaient là pour apprendre juste à se maquiller comme elles voulaient, elles avaient une idée bien précise en tête et c'était pas forcément rendre service aux gens ou même participer à des projets artistiques. C'était vraiment pour elles, quoi. Elles n'ont pas fait long feu ou alors elles n'ont même pas terminé l'école, quoi. Donc oui, si on n'est pas passionné et qu'on n'aime pas réellement le métier et ce que ça implique, oui, on dure pas. Oui, parce que est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait aussi des personnes qui venaient à l'école en pensant que derrière, elles allaient maquiller des productions américaines et qui n'avaient pas conscience en fait de la réalité du métier? Ah, mais il y en a, elles sont arrivées à l'école, elles étaient persuadées qu'en sortant, elles allaient faire, comme tu dis, de gros tournages américains, de grosses stars internationales. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et puis en plus de ça, même voilà, pour arriver déjà à intégrer le milieu, il faut
faut se prouver avant, quoi. Je veux dire, c'est parce que faut pas se voiler la face aussi. Des maquilleurs qui sortent d'école, il y en a tous les ans. Il y a beaucoup de contrats quand même, je sais, à Paris, il y en a beaucoup sur la côte aussi, mais je veux dire, il faut quand même, si on veut réussir dans ce métier, il faut prouver sa rareté, je pense. Et toi, tu as fait ce choix-là, tu le disais tout à l'heure, de vivre à Nice, en fait, de rester dans le sud de la France, loin de là où se font les plus gros tournages. Au final, même s'il y en a énormément qui sont quand même sur la Côte d'Azur dans le cinéma. Est-ce que c'est un choix qui est compliqué? Est-ce que tu as l'impression d'avoir dû sacrifier des contrats parce que tu vivais loin de Paris, en fait? Alors non, j'ai jamais sacrifié de contrat parce que moi, me déplacer, ça me pose aucun problème, que ce soit... que ce soit voilà, les transports, j'ai aucun souci avec ça, donc il n'y a pas de souci. Si on m'appelle, je me déplace. C'est surtout une sûreté pour l'instant parce que vu que je commence à développer mon réseau sur la côte et que je commence à avoir des contrats réguliers sur la côte, ça commence à bien marcher. Je préfère avoir une transition peut-être qui soit plus fluide et bouger sur Paris ou ailleurs même dans l'avenir. Mais je pense que le réseau que je commence à développer est intéressant. Il ne faudrait pas que je lâche maintenant, ce serait dommage. Puis en fait, ça permet aussi de dire que c'est pas forcément un métier qu'on est obligé de faire à Paris. Pour le coup, c'est un métier où tu trouves aussi des contrats ailleurs. Exactement, c'est ça. Alors après, c'est vrai que pour le coup, à Nice, on a tendance quand même à tous se connaître. Le monde du maquillage, on se connaît à peu près tous. Et voilà, c'est un petit monde dans le monde, on va dire. Mais comment dire, on peut en vivre si on s'en donne les moyens, qu'on se donne les moyens pour développer ses réseaux et on peut très bien être maquilleur à Nice ou sur la Côte d'Azur. Et aussi, je me dis, et c'est assez intéressant, moi c'est vrai que c'est un milieu que je fréquente moins, que je connais moins, mais je pense que c'est quand même un milieu où la majorité des maquilleurs sont quand même des maquilleuses, des femmes. Oui. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'être, pas discriminée, mais qu'il y ait des a priori sur le fait que tu le fasses en étant un homme? Alors, ou est-ce que ça s'est toujours fait naturellement? Au contraire, moi j'y vois plus les avantages finalement d'être un homme, parce que quand on est un homme dans ce milieu-là, le regard d'un homme sur une femme, ça n'a pas du tout la même valeur qu'une femme sur une femme. Beaucoup des maquilleuses qui sont mes collègues et me racontent leurs expériences avec des clientes, et souvent elles sentent justement peut-être cette compétition féminine qui a parfois tendance à s'installer malheureusement entre les femmes. Et je pense que c'est peut-être beaucoup plus difficile à gérer pour elles finalement que pour moi, parce que vraiment finalement, voilà, déjà en tant qu'homme, j'ai une place différente à leurs yeux, et en plus de ça, il suffit que je sois un peu gentil et que je fasse bien mon travail et ça va bien, quoi. Donc au contraire, je pense. Ouais, t'as l'impression qu'au final, ça a quand même été plus facile. Encore une fois, je te parlais de rareté tout à l'heure, et finalement, c'est vrai que comme tu dis, c'est un milieu où il y a quand même énormément de filles. Un garçon, ça sort tout de suite du lot, et j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, que le fait que je sois un homme soit plus finalement admiré que discriminé ou jugé. Donc ça, c'est bon à savoir, tu vois, c'est de juste en fait suivre ta passion et de pas vraiment te poser la question de comment on te recevra, quoi. C'est ça, bien sûr, parce qu'en plus, alors ça pour le coup, c'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée du tout, parce que voilà, comme je te disais, j'adorais ça, je voulais le faire, je me suis pas posé cette question-là, mais d'autant plus, c'est vrai que là, je le vois. J'aurais aucune raison de me plaindre à ce niveau-là, quoi. Oui, on t'a pas dit, on veut pas, je sais pas, on veut faire une équipe de femmes, on a peur que ça fasse. Non, c'est des sujets que t'as jamais eu à traiter, quoi. Alors ça, je pense que ça peut arriver, notamment, pour plein de raisons différentes, peut-être notamment par la culture, qu'il y a des femmes qui veulent se faire absolument maquiller seulement par des femmes. Je pense que des équipes de femmes peuvent se créer, et c'est très très bien, mais en tout cas, c'est pas partout, et là où c'est le cas, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une plus-value autant pour les clientes que pour l'équipe. Et l'équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui, dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est sur quel type de projet? Alors, du coup, l'équipe avec laquelle je travaille, c'est beaucoup des mariages. On a fait un peu des shootings aussi. On va dire, ça reste quand même dans le milieu de la beauté assez conventionnel, on va dire. On a un style, on aime bien dire un peu Charlotte Tilbury, qui est une maquilleuse anglaise et qui fait des choses très fines, très épurées, mais vraiment magnifique et glamour, et c'est un peu l'image de cette équipe. Donc voilà, c'est tous les projets qui peuvent amener à ce style en général, on est dessus. Et c'est une équipe que tu as rejoint comment? Alors j'avais rencontré du coup, c'est ma patronne, je l'avais rencontrée sur un job pendant l'été. C'était au Palais Bulle de Pierre Cardin. C'était
un Américain qui venait faire son anniversaire là. Et il avait toute une équipe de danseurs, de chanteurs. Donc il fallait maquiller et coiffer les danseurs et les chanteurs. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et le contact est très bien passé. Elle m'a dit, bah, écoute, je te rappellerai pour travailler. Et ça s'est fait dans la semaine qui suivait, quoi. Ah ouais, elle a vraiment tenu sa promesse. Alors c'est ce qu'elle m'a dit, vraiment on en a reparlé et elle m'a dit je t'avais pas menti, j'ai dit mais c'est clair quoi. Et donc là tu dis que tu coiffes aussi, ça c'est quelque chose que du coup t'as appris comment? Alors déjà j'ai un père qui est coiffeur et puis j'ai toujours aimé coiffer, enfin depuis tout petit j'y suis habitué. Après justement je suis quand même, parce que encore une fois on a quand même un style et une patte particulière. C'est pour ça que là je me mets à la coiffure justement en préparation de la saison qui arrive, pour justement rentrer dans ce style très épuré, parce que finalement moi je connais quand même que les bases de la coiffure, j'ai pas du tout fait de... Alors un peu à l'école aussi, mais la coiffure c'est quelque chose qui se pratique et faut aller en profondeur je pense quand même dans l'enseignement, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, là c'est en... J'y travaille parce que ça aussi c'est vraiment très important. Si on est maquilleur et coiffeur, mais de mariage, c'est-à-dire coiffeur pas pour des couleurs ou des coupes, mais vraiment pour des coiffures, des chignons, des coiffures de mariage ou de gala, de soirée. Là vraiment c'est génial, hein, on va de partout. Donc j'y travaille. Et tu te formes comment justement pour y travailler? Alors déjà moi de mon côté, parce que maintenant finalement avec internet on peut vraiment trouver de tout, il y a vraiment de tout et c'est génial d'ailleurs. Et puis aussi j'ai de la chance qu'on soit une équipe du coup, et il y en a qui sont déjà formés à la coiffure et du coup on s'aide les uns les autres. Oui, finalement, en fait, c'est une équipe que tu rejoins pas en CDI sur un emploi totalement stable et tout ça, mais qui est quand même une équipe avec laquelle tu peux évoluer à ton rythme et apprendre plein de choses. Ça a l'air super sain. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que l'énergie de cette équipe est très, très saine. Et puis, tout le monde est bienveillant, tout le monde veut aider les autres. Et justement, d'être une équipe, parce que finalement, quand on est auto-entrepreneur, au début, dans ce milieu-là, on a l'impression d'être seul et voilà, mais une fois qu'on a trouvé une équipe avec qui ça se passe très bien, avec qui c'est très sain, c'est d'un soutien immense, quoi. C'est du coup, tu l'évoques, ce statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est un choix que tu as fait, toi, à la sortie de l'école, oui, de proposer tes services en tant qu'auto-entrepreneur et pas chercher à te faire embaucher. C'est ça. Parce qu'en fait, justement, donc il y avait les deux options, soit intermittent du spectacle ou auto-entrepreneur. Dans la direction dans laquelle je me situais, ou dans laquelle je pensais aller en tout cas, c'était préférable pour moi d'être auto-entrepreneur, dans le sens où en général l'intermittent du spectacle c'est bien pour les maquilleurs de tournage de films par exemple, qui partent bosser à l'étranger 3-4 mois et qui après s'arrêtent de bosser pendant X temps. Moi c'était plutôt justement, et finalement je le suis d'ailleurs toujours, mais moi c'est plutôt dans des prestations sur des durées de quoi une journée jusqu'à 3 jours maximum, voilà quoi. Donc dans cette voie-là, je me retrouvais mieux dans le statut d'auto-entrepreneur. Tu étais dans cette démarche d'auto-entrepreneur, tu savais qu'au moment où tu rentres en école, c'était pas pour faire des productions qui allaient durer 6 mois, t'avais pas ce rêve-là de cinéma et de voir... Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai surtout... je voulais y aller progressivement, c'est-à-dire que viser peut-être trop dès le départ, déjà c'était une utopie, c'était sûr et certain. Il faut d'abord développer son réseau. Et puis justement, comme tu dis, c'est que j'étais à Nice, je commençais à développer mon réseau. Commençons comme ça déjà, parce qu'en plus de ça, on a déjà de très belles opportunités aussi dans le sud, c'est-à-dire le festival de Cannes, le festival d'Athéla à Monaco, il y a vraiment des trucs très sympas. Donc ça permet déjà de commencer, même moi je trouve, de commencer fort, quoi. Ouais. Et t'avais finalement, aujourd'hui, tu vas maquiller dans des grands mariages et tout ça. Est-ce que tu avais cette passion? Est-ce que dans tes souvenirs d'enfant, t'avais cette passion pour, je sais pas, tu vas à un mariage, tu regardes la mariée, t'avais cette passion-là pour la mode, pour le stylisme et pour la beauté, en fait? Oui, alors pour la beauté, j'ai toujours eu... Alors finalement, moi, ça a toujours été beaucoup dans la musique, souvent les clips musicaux, tout ça. J'ai toujours adoré. Puis il y a des fois où il y avait des maquillages ou des tenues incroyables. Et ça, beaucoup. La mode aussi, beaucoup. J'adorais certaines mannequins, alors beaucoup dans les années 2000, Kate Moss, tout ça. Et oui, j'ai quand même toujours été attiré par la beauté. Ouais.
C'est vrai que tu parles de clips et j'ai un souvenir qui remonte. Alors c'est du coup un podcast particulier parce que je te connais vraiment depuis très longtemps. Mais j'ai un souvenir qui remonte de toi qui était mais complètement fan du clip de Chandelier de Sia. Ouais. Et où tu le regardais en boucle, tu connaissais la choré par cœur et tu t'intéressais justement à la perruque que portait Maddie Ziegler. Maddie Ziegler, c'est ça. Ouais. C'est vrai que tu avais ce côté fan de ces clips-là, quoi. C'est ça, dans les styles. Puis alors justement, j'adorais moi tout ce qui avait un style un peu peut-être décalé, un peu hors du commun. Et alors pour le coup, c'est vrai que finalement, quand on regarde ce clip-là, il n'y a pas tant de maquillage que ça, mais rien que dans le style, dans le côté artistique, en tout cas, ça me passionnait. Ça, et voilà, l'esthétique, même l'esthétique d'une personne, parce que son esthétique, même s'il n'y a pas de maquillage, c'était quelque chose de très intéressant. Et du coup, c'est vrai que le maquillage, tu le disais au début du podcast, c'est aussi quelque chose que tu as testé sur toi avant de rentrer à l'école. Ouais. Là, dans quelle démarche tu t'es mis comment tu t'es maquillée la première fois? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Alors, il faut savoir que c'était à l'époque où justement je commençais à peine et j'aimais bien le maquillage, en tout cas le regarder. Et justement, on était en sortie, on était au lycée à Digne, du coup. Et c'était une journée où on était parti à Nice pour visiter un musée d'art. Et du coup, on avait l'après-midi de libre et avec mes amis, on était allés à Sephora. Et il y avait une palette que toutes mes amies adoraient. Elles disaient, oh, elle est géniale et tout. Et j'avais regardé cette palette et je dis, mais un jour, je l'aurai. Et je me ferai un truc avec parce que je voyais ces couleurs, ces pigments, ça m'hypnotisait. Et quelques mois plus tard, du coup, je me l'étais acheté. C'était une palette d'highlighter. C'était quelque chose qui met un peu de lumière. Alors en plus, c'était l'époque... c'était la mode des highlighters bleus, roses, de couleurs, donc c'était quelque chose encore. Mais ouais, et donc du coup c'était la première fois et j'avais adoré. J'avais pris une palette d'highlighter même parce que j'avais rien d'autre et je m'étais mis un peu d'highlighter et j'étais très content. Ouais, et après t'as continué du coup à te maquiller. Voilà, après du coup j'ai commencé à acheter d'autres choses. Après un fond de teint, un anti-cerne, quelque chose pour faire le contouring, au fur et à mesure. Et est-ce que ça t'a aidé à prendre confiance en toi, ça? Alors, je saurais pas dire parce que finalement, moi, je l'ai toujours pris parce que justement, je trouve les femmes, il y a aussi un peu cette pression-là finalement où des fois ça va être obligatoire et ça va être vraiment un outil. Pour moi, ça a tellement été quelque chose d'optionnel et même finalement quelque chose que très peu de garçons font que j'ai toujours pris ça plus comme un amusement et comme oui, comme je voulais me faire plaisir et voilà, je mettais de l'highlighter, j'étais lumineux, j'étais content quoi. Mais j'avais pas ce rapport de beauté, ça m'embellit ou ça me... Après par contre, si, c'est vrai que quand tu te fais un très beau maquillage, par exemple maintenant que j'ai amélioré bien mes techniques de teint, tout ça, dès que je me fais un très beau teint, c'est vrai que je me regarde et je me dis ouais j'adore, c'est très beau quand même. Ouais, tu te sens forcément plus beau et t'es content aussi finalement d'avoir passé ça. Tu te dis du coup tu te sens mieux, tu t'es content de te le faire. C'est ça, c'est vrai que en plus de ça justement c'est ça, c'est que je prends du plaisir à le faire tout le long, je prends du plaisir à le faire, à bien être minutieux, tout ça. Et puis après une fois que j'ai le résultat et que je trouve ça très beau, ouais, je pense que t'as un peu plus de confiance en toi forcément, ouais. Ouais. Nous on a grandi dans une petite ville où c'est pas aussi... Moi, t'as été le premier garçon que j'ai vu se maquiller, en fait. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que je peux sortir avec? Ou est-ce que c'était naturel et tu t'en foutais, en fait? Alors, c'était des questions que je m'étais beaucoup trop posées avant. Et de toute façon, je m'étais dit, à partir du moment où je vais me maquiller, comme tu disais, c'est qu'en tout cas, là où on était, personne ne le faisait. Ça se verra, les gens vont en parler, machin. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, puis en plus, c'était vraiment la période où on était fin du lycée, où j'en avais plus rien à faire. Et que... si j'avais envie de sortir avec du maquillage, je sortais avec du maquillage. Et oui, ça a pu même m'arriver d'avoir des réflexions au lycée, tout ça, par des élèves. Mais en tout cas, ça m'a jamais... Oui. Ah mince, je pensais que du coup, ça a été plutôt bien accueilli. Alors, pas grandement, hein, voilà, parce que quand même, non, les petites réflexions que j'ai eues, déjà, c'était par des gens totalement insignifiants, et puis que c'est ce qui était vraiment minoritaire aussi. Mais, et puis tous mes amis, ils s'en fichaient. Non, dans la grande majorité, je l'ai très bien vécu et tout allait bien. Mais forcément, tu as toujours une petite partie de gens, d'autant plus là où on vivait, où il y a... où je veux dire, c'est pas des grandes villes, quoi. Donc, ouais. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, en 2022, c'est
ou 2023 au moment où le podcast va sortir, du coup, vu qu'on est le 28 décembre, c'est une question qui se pose moins. C'est plus naturel, tu vois plus d'hommes le faire. Aujourd'hui, oui, maintenant que je suis à Nice, déjà, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Et puis même, parce qu'autant, même parce que ce qui est dingue, c'est que finalement, quand j'étais à Digne, j'avais tendance à faire des maquillages très voyants, une énorme couche de fond de teint, des fois un rouge à lèvres noir, je mettais de l'highlighter bleu et tout. Maintenant, finalement, je fais des trucs très fins, vraiment du très naturel, imperceptible, quoi. Et, mais je vois qu'en tout cas, à Nice, beaucoup d'hommes le font, ils font des choses qui sont très voyantes. Et ça se passe bien, en tout cas, hein, moi, de ce que je vois, la plupart, ça se passe bien. Après, j'imagine qu'encore une fois, parce que je l'ai vécu aussi à Nice, mais il y a toujours quand même des idiots. Mais oui, il y en a beaucoup à Nice, quoi. Mais oui, on peut que encourager à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent, en fait, et bien qu'on s'en sûr. fout. Enfin... Ben, c'est ça, parce que, voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire que tu portes un rouge à lèvres, de l'highlighter, du mascara, en fait, c'est toi, t'es bien, c'est l'essentiel. C'est ça. Et en plus, que tu apprends en travaillant ensuite dans ces milieux artistiques-là, c'est qu'en fait, toutes les stars que tu as admirées toute ta vie, avant d'être à l'écran, elles sont passées par le maquillage. Hein. Bien sûr. Il y a aucun... toute personne qui passe, toute personne qui passe devant l'écran, normalement, elle doit être maquillée. Oui, c'est ça. Tous les présentateurs de JT, tous les présentateurs tout court, tous les acteurs. T'es maquillée pour la caméra. Donc en fait, au final, on se fait un blocage pour rien. Oui, tous les hommes sont maquillés à la télé. Alors encore une fois, je pense que c'est vraiment le fait que ce soit voyant et que ce soit le maquillage voyant qui dérange. Mais bon, que le maquillage soit voyant ou pas, tous les hommes sont maquillés à la télé, donc ça devrait pas gêner, quoi. Voilà. Et en fait, de la même manière... Alors même si je pense que c'est accueilli différemment, mais je pense que tu peux... En fait, il y a tellement ces standards de beauté-là chez les femmes aussi, de dire, en fait, si t'es pas maquillée, tu le disais tout à l'heure, t'as ces standards de le maquillage te rend belle, du coup, en tant que femme. Bah, si t'es pas maquillée, on te fait vite te dire que tu prends pas soin de toi et tout ça. Je trouve qu'il y a un rapport, en fait, très conflictuel au maquillage de manière générale. Bien sûr. Bah, alors, c'est bien pour ça, d'ailleurs, et c'est pour ça que ça, c'est vraiment ma philosophie dans le maquillage, c'est que pour moi, le maquillage, ça doit vraiment être un plaisir et pas une contrainte, dans aucun cas. C'est-à-dire que pour vraiment avoir un bon rapport avec le maquillage, il faudrait vraiment que ce soit le point de vue de tout le monde sur ça. C'est-à-dire que c'est un amusement, un plaisir. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'adore le faire. Mais quand j'ai pas envie de le faire, que je me sens pas, bah, je le fais pas. Ou alors si j'ai pas du tout envie de le faire, je ne le fais pas. Et je pense que c'est vraiment le rapport le plus sain qu'on puisse avoir. Et en tout cas, en l'ayant toujours vécu comme ça, je me suis jamais lassé et je prends vraiment toujours même peut-être plus de plaisir au fur et à mesure à le faire, quoi. Et est-ce que dans les personnes que tu maquilles, tu as des fois l'impression qu'il y a des personnes parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui le font très naturellement, et d'autres qui se stressent ou qui comptent là-dessus pour avoir confiance en elles. Comment est-ce que toi, t'appréhendes ces différentes manières de voir ton travail ? Alors, en fait, j'essaye toujours d'être en accord avec la cliente. Et puis, alors je sais que finalement, j'ai remarqué que pas tout le monde fait ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que déjà, à chaque fois, j'ai un miroir pour que la cliente puisse se voir. Et chaque étape, alors sachant qu'en plus, des fois, ça peut même être un peu compliqué parce que, on va dire, aux plus grandes étapes, je demande si ce que je fais, ça lui plaît. Parce que, voilà, il faut que je reste en accord sur son projet. Je veux pas faire tout un truc et à la fin, que ce soit pas du tout ce qu'elle est demandé et que ça lui plaise pas, tout ça. Je veux travailler avec elle, même si, encore une fois, je dis des fois, c'est un peu trompeur parce que il y a des techniques qui font que finalement, tu auras le résultat qu'à la fin. Et si je te demande en plein milieu si ça va te plaire, je peux comprendre que tu me diras non parce que c'est pas du tout le résultat escompté et c'est pas du tout ce que tu m'as dit juste avant. Mais je dois utiliser ces techniques pour arriver à ce résultat-là. Donc j'essaye d'avancer avec la cliente toujours en étant dans sa direction à elle et faire ce qu'elle veut, quoi. Et est-ce que tu as du temps avant pour la rencontrer, pour discuter de ce qu'elle veut, ou c'est souvent tu les rencontres le jour J ? Alors en général, nous on a des moodboards, c'est-à-dire qu'elles préparent, elles vont chercher sur internet quelques photos de quelque chose dans le style qu'elles aimeraient bien. Nous on a l'info quelques jours avant, et puis après on en reparle aussi quand même au tout début. Avant chaque cliente, je fais un petit topo, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, que ce soit comment, tout ça. Et voilà, et ensuite on avance petit à petit, et on confirme que ça reste bon tout au long, quoi.
Voilà. Et niveau matériel, du coup, j'imagine que c'est pas ton employeur qui te fournit ton matériel. Tu as besoin de te faire ta mallette? Oui. En fait, chaque maquilleur a sa mallette, son matériel, même au niveau de la coiffure. On a tous notre matériel déjà, parce qu'en général, quand on est sur un job, on bosse tous en même temps, donc on pourrait pas tous passer, ce serait impossible. Et puis, et oui, il faut vraiment que chaque maquilleur ait sa mallette. Faut qu'on manque jamais de rien. Il faut qu'on puisse répondre à toutes les attentes de la cliente et avoir tous les produits sous la main, quoi. Donc, du coup, tu as quand même un investissement financier en début de carrière qui est conséquent. Alors, moi, j'ai quand même fait petit à petit. Déjà, à l'école, tu as un kit avec t'as une mallette déjà qui est comprise dans le prix de l'école. Donc, tu as une mallette de base. Mais il y a plein de produits que ça allait pas. Par exemple, les fonds de teint, je les ai toujours détestés. Il a fallu que je refasse mes fonds de teint. Et encore, j'ai pris du temps parce que les fonds de teint que je voulais, c'était des fonds de teint donc très chers. Je te parlais de Charlotte Tilbury, c'est des fonds de teint de cette marque qui coûtent. Parce que justement, quand on commence aussi du coup à se faire un nom et à maquiller pour des budgets, on peut pas se permettre de ramener du L'Oréal sur le job. Donc il faut des produits qui puissent aussi participer à la participer à la rareté, au luxe de l'expérience, quoi. Donc voilà, et donc je te disais, ces fonds de teint là par exemple, j'ai tout racheté, mais j'en ai acheté 6 et les fonds de teint c'est 45 €. Ouais. Donc tu fais le calcul, ça monte vite. Oui, t'es de suite sur des gros budgets. C'est ça. Mais justement, je pense qu'il faut faire petit à petit, ça sert à rien de... Et puis même, il faut aussi, faire la priorité sur certaines choses. Par exemple, justement, je te parlais des fonds de teint, c'est très important d'avoir de bons fonds de teint parce que faut que le rendu soit toujours nickel. La peau, c'est vraiment la base du maquillage et si la peau va pas, ça ira pas. Donc il faut toujours de très bons fonds de teint. Mais par exemple, un gel à sourcils qui va juste coiffer les sourcils et un gel transparent, t'es pas obligé d'aller l'acheter chez Chanel, tu vois. Ouais, pas au début en tout cas, ça peut venir petit à petit, j'imagine. Alors après voilà, encore une fois, ça tu le fais, et je connais des maquilleuses qui travaillent qu'avec des grandes marques, mais je pense que c'est aussi très bien même d'avoir des produits, quelques produits en tout cas, comme je t'ai dit, des fois des produits sourcils ou des crayons ou des choses qui sont pas forcément très très chères mais qui marchent très très bien et qui fonctionnent tout aussi bien que d'autres grandes marques. C'est clair. Et tout à l'heure, tu nous parlais donc des mariages ou de l'événementiel. Est-ce que tout projet confondu, même sur des défilés, tu nous parlais du Festival de Cannes qui a lieu dans le Sud, est-ce qu'il y a, toi, des moments où tu t'es retrouvé le matin au travail et que tu t'es dit « j'aurais jamais pensé que je pourrais vivre ça un jour ». Ah, bien sûr. Ça m'est beaucoup arrivé justement avec cette nouvelle équipe, là, comme je te disais, avec laquelle je travaille, dans laquelle j'ai vraiment été dans des endroits magnifiques, des hôtels incroyables où justement on nous traitait très bien. Voilà. Et j'étais là et j'avais l'impression d'avoir une chance de participer à tout ça. Comme je te disais, c'est que déjà c'était au-delà d'être un travail, déjà c'était un plaisir pour moi, mais alors en plus de ça, je me sentais tellement chanceux. Et se sentir chanceux de travailler, c'est quand même incroyable, je trouve. Et si il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être aujourd'hui qu'ici? Ah, c'est ça, mais encore une fois, je veux dire, quand tu regardes, il y a plein de gens qui travaillent dans des endroits terribles, je veux dire, même dans des usines, dans des choses comme ça. Je veux dire, moi, j'ai la chance de travailler dans des hôtels géniaux, quoi. Je veux dire, je peux que me sentir chanceux, quoi. Ouais, ton métier, en fait, c'est de faire du bien aux gens, de bosser avec des gens qui vont vivre un truc de fou, quoi. C'est ça, d'autant plus, voilà, depuis que j'ai évolué et que je me dirige dans cette direction, voilà, de l'événementiel, de la beauté, dans une catégorie luxe quand même. Mais c'est, d'arriver à vivre tout ça, et c'est incroyable. Est-ce que à chaque fois qu'on t'appelle, t'arrives à te dire c'est incroyable, ou est-ce qu'il y a des jours où ça devient un métier et ça doit te servir à payer ton loyer quand même? Alors, il y a forcément des fois où ça se passe pas très bien, où on rencontre des gens ou des équipes qui sont pas du tout en phase avec nous. Et oui, il y a forcément des fois où tu vas te dire j'ai hâte que ça se termine. Mais ça, voilà, finalement, c'est même pas la faute du travail, c'est la faute de l'équipe qui encadre et la dynamique qu'il y a sur le job, quoi. Et question très pratique d'ailleurs, mais quand on t'appelle pour un job, au final, qui fixe le prix de ta prestation? Alors, moi, j'ai déjà une grille de tarifs, on va dire, de base, quoi. C'est-à-dire que je sais que pour un maquillage marié basique, c'est tant. Pour un maquillage plus poussé, ce sera tant.
Par contre, après ça dépend, c'est-à-dire que sur certaines prestations, donc on va me donner un prix, et moi soit je vais accepter, soit refuser. Et puis en fait ça dépend vraiment des prestations, de la configuration de la prestation. Il y a des fois je vais devoir maquiller à la chaîne pendant plusieurs personnes pendant toute une matinée, et au plus je vais maquiller, au plus je vais être payé, par exemple. C'est toujours des configurations différentes en fait. Et au final, alors je crois que c'était du coup avant que j'ai travaillé avec cette équipe, tu as eu l'occasion quand même de bosser aussi sur des tournages télé. Est-ce que tu peux en parler, et qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors je vais parler de un notamment. J'avais fait Marié au premier regard, du coup. Alors d'autant plus, c'était une expérience très particulière et très sympathique aussi, je dois avouer. Et ce qui change, alors finalement dans la configuration pas tellement, parce que déjà 4 mariages pour une lune de miel, c'est des mariages. Et donc je devais maquiller, moi en plus, du coup j'étais avec la famille, donc je maquillais toutes les femmes de la famille durant la matinée. Et ça se passait un peu comme je fais maintenant, c'est-à-dire que j'avais plusieurs clientes. Et alors là par contre pour le coup, dans ce genre de prestation, c'est-à-dire que j'avais un contrat sur la semaine et j'étais payé tant pour la semaine. Voilà, c'était prévu comme ça. Ouais, tu négociais pas la prestation, quoi. Voilà, c'était pas la prestation, plus je maquille, plus je suis payé. Là, c'était vraiment un contrat établi, quoi. C'est peut-être une des seules différences qu'il y avait finalement. Mais voilà. Mais après, oui, la seule pression qu'il y avait en plus du coup, c'est quand même la pression du tournage de l'émission, quoi. Donc, le régisseur qui court partout parce qu'il faut. Il y a énormément de choses à faire. Bon, sur un mariage aussi, mais il n'y a pas de tournage, quoi. Ça enlève la pression du tournage, en tout cas. Et ouais, et finalement, tu t'es retrouvé sur ce type de prestation-là parce que tu l'as voulu, parce que toi, à ce moment-là, tu t'es dit je veux faire ça, ou est-ce que c'était plus les opportunités qui se présentaient qui t'ont amené à te spécialiser plus dans le luxe et dans ces prestations-là? Finalement, non, c'est grâce à ma boss, parce que quand j'étais... avant de la rencontrer, finalement, je faisais pas mal de mode. C'était quand même assez différent ce que je faisais. Mais c'est depuis que je l'ai rencontrée que c'est elle qui m'a mis beaucoup sur les mariages. Et ça me va tout aussi bien. Tout ce que je savais en tout cas, c'est que je voulais pas faire de gros effets spéciaux, tu sais, de grosses blessures, tout ça, ça m'a jamais intéressé. Par contre, à partir du moment où ça reste dans la beauté, dans l'artistique, dans des choses... en fait, moi, c'est ça, c'est... Le truc qui m'énerve, c'est la préparation de prothèses avant. Des fois, c'est plusieurs jours avant, tout ça. Et ça, j'ai pas cette patience-là. Par contre, autant dessiner une face chart, donc les face charts, c'est un visage imprimé, et nous, on va dessiner le maquillage dessus pour avoir un rendu du maquillage. Ça me dérange pas du tout, même si on le fait en amont, mais c'est pas un travail énorme. Et après, moi, je compose sur le moment, et voilà, moi, c'est ça que j'adore. J'aime pas passer plusieurs jours avant à faire de grands projets, de prothèses, tout ça. Donc, c'est le seul truc qui me tente moins. Et toi, est-ce que tu es intéressé vraiment par la transmission parce que du coup, c'est vrai que tu nous racontais tout à l'heure que tu avais donc grandi dans une ville qu'on connaît, qui n'est pas forcément une ville dans laquelle on te dit oui, c'est génial, tu peux faire un métier artistique, oui, vas-y, fonce. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est important pour toi de transmettre ta passion? À ceux qui le veulent, oui, parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, et d'autant plus, je pense que dans les milieux artistiques, c'est bien qu'il y ait du monde, mais s'il y a trop de monde, ça va être très compliqué. Déjà, justement, dans le milieu artistique, ça a tendance à être déjà un peu surpeuplé. Donc, en tout cas, ce que je conseille aux gens, c'est de poursuivre leurs rêves. Et que si leur rêve, c'est effectivement vraiment d'être dans des métiers artistiques, tout ça, oui, je leur conseille à fond. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment de tout aussi pour faire un monde. Et tu disais tout à l'heure aussi donc, que tu travaillais en parallèle de ça avec des enfants. Est-ce que tu te donnes comme credo de vraiment essayer de leur dire vivez vos rêves? Oui. En plus, moi, justement, j'ai la chance de travailler beaucoup avec des maternelles finalement. Donc, c'est des petits qui ont encore le cerveau très malléable et qui donnent beaucoup d'importance à ce que les adultes disent. Et moi, c'est vraiment le message que j'essaye de passer, c'est déjà qu'il faut qu'ils soient heureux, que ce soit de bonnes personnes, et surtout qu'ils suivent leurs rêves et qu'ils se donnent tous les moyens, même si encore une fois c'est très tôt pour en parler, mais en tout cas dès qu'ils me parlent de ce qu'ils aimeraient faire, déjà je trouve ça archi mignon, et puis jamais je me verrai leur dire c'est trop dur, tout ça. Non, au contraire. Et puis même si ça n'arrivera pas, c'est bien
de les laisser rêver à cet âge-là. Ça leur donnera la motivation pour plus tard, justement, je pense. Ouais, puis on en connaît combien qui ont donné un rêve en maternelle et qui l'ont suivi toute leur vie. Ouais, c'est clair, mais c'est clair. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Et est-ce que tu penses que toi, si en primaire, on t'avait dit Loris, tu seras maquilleur et tu maquilleras des mariés pour le plus beau jour de leur vie? J'aurais jamais cru. Mais je pensais même pas que c'était un métier, je pense, maquilleur à cet âge-là. J'aurais jamais cru. Jamais, jamais. Moi, comme je t'ai dit, jusqu'à la fin du lycée, j'étais persuadé que j'allais faire une fac parce que c'est ce dans quoi on m'avait toujours conditionné, en fait. Et que sur la fin du lycée où vraiment j'ai pu... Enfin, où cette fenêtre s'est ouverte pour moi. Et où finalement, vraiment, ça a été d'une évidence incroyable et ça a été naturel et évident. Mais, enfin... Oui. Tu nous disais tout à l'heure que pour tes parents, au départ, c'était pas un métier, ça. Non. Quand est-ce que tu les as convaincus? Est-ce que tu les as convaincus? Alors, bah, du coup, oui. Je leur ai... Enfin, de toute façon, moi, c'était... Parce que, donc, comme je t'ai dit, je leur avais parlé de l'école, du coup, au lycée. Ils étaient pas chauds, tout ça. Donc, moi, j'ai tenté la fac. Quand ils ont vu qu'à la fac, de toute façon, j'étais vraiment pas heureux, que ça me plaisait vraiment pas, moi, je leur avais dit, de toute façon, voilà, là, je termine l'année, je fais autre chose. Donc, je fais ma formation pour les enfants vite fait, là. Mais je veux vraiment faire le maquillage et je vais tout faire pour faire mon école. Donc bon, quand ils ont vu que c'était vraiment sérieux, du coup, ils m'ont aidé, donc j'ai pu la faire plus rapidement que prévu. Et sans aucun regret, au contraire, je leur suis très reconnaissant aussi d'avoir cru en moi à la fin, parce que finalement, ils auraient pu aussi très bien continuer sur cette lancée. Mais je pense que justement, quand ils ont vu que c'était vraiment constant chez moi et que j'avais vraiment envie de faire ça, ils m'ont écouté et puis ça roule depuis, quoi. Et au début, avec le stress de est-ce que ça va marcher, est-ce que j'y arriverai, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit de toute façon, je vais faire autre chose? Alors effectivement, c'est vrai que pendant le Covid, j'ai pas eu de chance parce que donc moi j'ai été diplômé en juin 2019 bon, fin 2019, on commençait déjà à parler du Covid et puis mars, on était tous confinés. Donc finalement, j'ai vraiment eu très peu de temps après ma sortie d'école pour vraiment me mettre dans le métier. Et pendant le Covid, effectivement, j'ai eu ces doutes et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler avec les enfants et à travailler dans cette association là où je travaille encore aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je garde encore les deux, parce que cette association me permet quand même d'avoir une certaine sûreté quelque part. Et justement, ça compense aussi bien avec le fait que je sois maquilleur. Et ça aussi, justement, quand même, c'est bien parce que ça m'a enlevé un poids de me dire... je me dis que je peux continuer à être maquilleur pour l'instant parce que j'ai aussi une sûreté à côté. Et le jour, de toute façon, où ça ira vraiment à plein temps, j'arrêterai l'association parce que pour moi, c'est vraiment le maquillage que je veux faire. Mais voilà, le fait d'avoir cette sûreté-là me permet de moins avoir de doutes. Et tu peux nous parler de cette association dans laquelle tu travailles? Oui, c'est l'association PAGE, PAJE, donc c'est à Pasteur à Nice. C'est une association qui s'occupe des enfants du quartier, donc on les emmène sur plein d'événements faits pour les enfants, pour Noël par exemple. Et après, à côté de ça, du coup, il y a des temps d'animation pendant les vacances et les mercredis, et il y a de l'aide aux devoirs aussi qu'on fait, et puis du travail administratif à l'association, mais c'est moins intéressant. Et ça aussi, c'est finalement un boulot qui te passionne, quelque chose que tu aimes beaucoup les enfants, faire. Oui. Alors l'association en tant que telle, les papiers et tout, pas du tout, mais par contre, être avec les enfants, et puis justement, cette transmission, la transmission aux enfants, pour moi, elle est importante quand même. Mais oui, c'est définitivement une passion, oui. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise au moment où tu as intégré ton école de maquillage sur le métier de make-up artist, qu'on t'a pas dit et que tu pourrais dire à un jeune qui va se lancer là à la rentrée prochaine? Alors, on nous l'avait bien dit, on nous a dit vous allez galérer, mais j'aurais aimé alors je sais pas comment on aurait pu le faire, mais qu'on me fasse me rendre compte à quel point j'allais galérer. Donc, parce qu'on s'en rend pas compte, c'est vrai, on me dit vous allez galérer, mais c'est une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte, quoi. Donc non, après, non, on m'a quand même... J'ai quand même eu la chance d'avoir une prof que j'adorais d'ailleurs. Justine, si tu passes par là, je pense fort à toi. Et qui a toujours été très très honnête sur tout. Et alors sur ça, non, c'est vrai que j'ai pas eu de mauvaise surprise parce qu'elle avait aucun problème à être honnête avec nous, quoi. Et ces galères dont tu parles, du coup, c'est les galères à trouver des contrats? C'est quel type de galère? Au début, en tout cas, comme je t'ai dit, c'est que là maintenant ça commence à aller pour moi et c'est de plus en plus simple, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'au début, oui, comme je t'ai dit, c'est que t'as l'impression qu'on te jette dans la gueule du loup, dans l'inconnu, et que... tu te retrouves seul, qu'il faut que tu démarches tout le monde, donc il faut que tu sois maquilleur, mais à côté de ça, il faut que tu sois chef d'entreprise, que tu démarches tout le monde, que tu cours après les gens. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais c'est le début. La question de la légitimité revient souvent dans les interviews, c'est de dire, est-ce que toi, tout de suite, tu t'es senti d'aller voir les gens et de leur dire bonjour, je suis maquilleur? Non.
Alors c'est quand même un problème que j'ai parce que comme tu as vu, c'est vrai qu'une fois que je suis avec les gens, après j'ai aucun problème. Mais j'ai eu peut-être du mal. J'ai du mal à me vendre en fait. J'ai du mal à aller devant quelqu'un, me vendre pour que cette personne m'accepte. Et ça, c'est vrai que ça, forcément, c'est un problème dans cette branche-là parce que c'est limite l'essence de notre métier. Mais oui, au début, j'avais beaucoup de problèmes par rapport à ça. Encore un peu aujourd'hui, même si beaucoup moins, mais oui. Et c'est quoi pour toi la plus grande richesse de ce métier-là? Le fait que je fais vraiment ce qui me plaît, que, encore une fois, que dès que je vais au travail, c'est un plaisir et de plus en plus, qu'à chaque fois que je suis sur des prestations, je me dis, mais j'ai passé une journée incroyable. Et c'est des choses, ça, qui m'arrivaient jamais, alors que pourtant, j'adorais ça et même des fois, j'aimerais y retourner, mais ça m'est jamais arrivé en étant allé à l'école classique, je parle, hein, ou voilà, des choses plus administratives. Je me suis jamais... j'ai jamais été ébloui d'une journée à cause du travail, quoi. Alors que là, oui, là, vraiment, c'est très récurrent, quoi. Et t'es exactement là où t'as toujours voulu être. C'est ça, parfois sans le savoir. J'allais dire même sans le savoir finalement, parce que ça m'est venu très tard, mais alors en tout cas, c'est d'une évidence pour moi. C'est tellement évident que... Ouais, que finalement, la question se pose même pas. C'est ça, exactement. Je conclue toujours avec la même question, c'est toi aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, professionnelle et de vie aussi, tu pouvais parler au Loris enfant dans la cour d'école primaire, tu lui dirais quoi? Ce que je dirais, écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Continue à faire tout ce que tu veux, à t'éclater, il n'y a que ça qui compte, à être heureux, fais attention à toi juste. Mais en tout cas, voilà, pense toujours à ton bonheur en premier. Et c'est comme ça que tu pourras rendre les gens que t'aimes vraiment heureux. Voilà. Merci beaucoup Loris d'être venu dans le podcast. Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci à toi. Oui, moi aussi. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!